Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire ce soir, la majorité présidentielle vient de lancer une nouvelle structure. Il s'agit de la centrale électorale. La structure aura pour mission de permettre à la plateforme au pouvoir qui veut gagner les élections à tous les niveaux de mieux préparer les futures échéances électorales. Il y a exactement 21 ans que près de 200 personnes avaient trouvé la mort après un crash d'avion survenu sur le marché Tipka. À suivre dans ce journal le témoignage émouvant de l'actuel bourgmestre de la commune de Kinshasa, à l'époque commissaire de zone de cette même commune. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails à présent. Lancement ce lundi de la centrale électorale de la majorité présidentielle, une structure qui a comme prérogative essentielle de préparer les élections. Il sera placé sur la supervision du secrétaire général de la plateforme au pouvoir. Le lancement officiel a eu lieu en présence de tous les hauts cadres de la MP. Rachel Kitita et Eric Kalambaye, témoins de l'événement. C'est un lancement qui marque un tournant décisif au sein de la majorité présidentielle. En témoigne la détermination de tous les cadres de la MP, l'initiateur en premier de conduire les Congolais aux élections afin de se choisir ses dirigeants conformément à la Constitution. Chaque parti politique a le droit et le devoir de disposer de ses propres structures électorales, assure le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la MP. La centrale électorale lancée ce jour range la MP dans la bataille électorale. La plateforme entend rafler la mise. Consigné dans la charte de la majorité présidentielle, désireux de les traduire en actions politiques porteuses d'espérance et de bien-être au profit des populations de la République démocratique du Congo. Considérant que la réalisation de tous ces objectifs passe par la conservation du pouvoir politique de la base au sommet, bien évidemment par voie électorale. Déclarons lancer ce jour, le lundi 9 janvier 2017, la centrale électorale de la majorité présidentielle. La structure a comme prérogative essentielle de préparer techniquement les élections en ces trois phases préélectorale, électorale et post-électorale. Elle aura pour mission de définir in globo les stratégies électorales sur le plan de la logistique, du déploiement géographique, de la gestion du temps, du séquencement des tâches, des relations avec les lobbies, les partenaires, les médias, les alliés de tout genre et sur le plan virtuel, la communication en gérant les atouts des réseaux sociaux et des instituts de sondage d'opinion d'ici ou d'ailleurs. À la majorité présidentielle, les réactions sont unanimes. Le lancement de la centrale électorale traduit la volonté de Joseph Kabila d'aller aux élections afin de permettre au peuple congolais de se choisir ses dirigeants. Les réactions au micro de Rachel Kitita et Eric Kalambaye. Mais comme nous sommes légalistes et respectueux des institutions, tout cela se fera en conformité avec la programmation électorale. Et la programmation, elle est faite par la CENI. À ce que je sache, la CENI n'a pas encore fait un appel à candidature. Et comme nous sommes légalistes, nous attendons l'appel à candidature. Le secrétaire général vous a dit que le moment venu, les partis de la majorité présidentielle vont aligner les candidats à tous les niveaux. Et l'élection est un challenge auquel il faut se préparer sérieusement en termes de stratégie politique, en termes de logistique, en termes de coûts financiers, parce que l'élection a un coût et la centrale permettra de consolider toutes les stratégies de la majorité pour gagner les futures élections. On l'annonce maintenant parce qu'il y a déjà un accord, il y a deux accords si vous voulez qu'on le dise, qui tablent sur un compromis électoral et donc les échéances électorales sont très proches, donc il nous faut nous préparer aux élections. On se prépare aux élections avant et non après. Donc nous donnons un sens des élections, que l'autorité morale veut qu'on aille aux élections. C'est pour cela que nous avons lancé cette centrale. Ce n'est pas à notre demande, c'est à la demande de l'autorité morale, parce qu'ils croient
que la meilleure façon de finir toute la crise qu'il y a dans le pays, c'est les élections en République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un message fort pour dire que la majorité est prête pour aller aux élections. C'est un message fort que nous avons lancé à la CENI pour que celle-ci prépare toutes les questions relatives au processus électoral dans des conditions qui sont prescrites dans la Constitution. Et nous voulons renouveler pratiquement les animateurs des institutions en passant par la seule voie qui est acceptée, c'est le souverain primaire. Nous voulons dire également qu'on ne peut pas avoir les pouvoirs si on respecte la Constitution sans passer par le peuple. La signature de l'accord du 18 octobre et celui du 31 décembre ont été expliqués aux militants de l'Union des forces du changement lors d'une matinée politique organisée par le parti cher à Léon Kengo-Adondo. Selon Michel Bongongo, secrétaire général du parti, l'application de ces deux accords vont permettre l'organisation des élections apaisées. La suite en images. Au cours de cette matinée politique, le secrétaire général de l'UFC a fait le tour de la question, du moins sur l'analyse de la situation de l'accord du 18 octobre et celui du 31 décembre. Pour Michel Bongongo, les accords sont un moyen pour le retour de la stabilité et la paix au pays. Les deux accords peuvent aider également l'organisation des élections dans de bonnes conditions. Cette signature signifie que nous prenons l'engagement pour que la survie de la République soit préservée par des actes que nous allons poser. Vous-même, vous avez vu, dès que nous avons signé cet accord, très tard, ça a été l'alliance populaire. Et depuis cette alliance populaire, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sécurité, il y a la stabilité des institutions. C'est ça. Deuxième conséquence, quand il y a la paix, quand il y a la stabilité des institutions, quand il y a la sécurité, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez parler de développement d'un pays. Il n'y a pas de développement là où il y a le pillage. Il n'y a pas de développement là où il y a la guerre. La troisième conséquence, c'est l'organisation des élections. La tenue des élections devient une chose réelle, effective. Ça va nous prendre du temps, mais la machine est en marche et nous arrivons à bon port. Profitant de cette matinée politique, Michel Bongongo a annoncé pour cette semaine les activités du parti. C'était en présence des cadres, membres et sympathisants de l'UFC. Entre-temps, le mouvement citoyen Filimbi félicite les évêques de l'Église catholique pour leur implication pour la signature de l'accord du 31 décembre. Par ailleurs, ce mouvement citoyen dénonce la tentative de son dédoublement par certains acteurs politiques. Les détails dans ce reportage signé Anita Kangoudia et Théodore Chitolé. Au sujet des assises du centre interdiocésain, le mouvement Filimbi félicite l'implication et l'engagement de la SYNCO en faveur de la paix, mais regrette le fait que cet accord favorise les partages de pouvoir et prend les dessus sur les intérêts du peuple congolais. Le collectif Filimbi remercie et félicite la SYNCO pour son implication et son engagement de la paix à travers l'organisation d'un dialogue qui a abouti à la signature d'un accord politique. Constate avec regret que depuis la signature de l'accord, le partage du pouvoir entre acteurs politiques semble avoir très clairement pris le dessus sur la résolution de certaines questions d'intérêt plus général. Les militants du mouvement citoyen Filimbi dénoncent le fait que ce mouvement soit infiltré. Le collectif Filimbi dénonce fermement les tentatives et honteux de son dédoublement. Il en est de même d'un congrès dit des mouvements citoyens qui serait en préparation et qui tente d'usurper les labels du collectif Filimbi en utilisant un logo présenté comme étant celui des Filimbi originels.
Les collectifs Filimbi condamnent aussi les arrestations arbitraires, dont celles de militants et activistes de leur mouvement. Ils exigent ainsi leur libération. C'était sur nos antennes le week-end dernier, lors d'une interview exclusive accordée à nos reporters, le professeur Elikia Mbokolo, parlant de l'accord du 31 décembre, proposait gentiment au leader de l'UDPS de prendre sa retraite. Ces propos tenus par l'historien congolais suscitent bien de réactions depuis. Je vous propose de suivre les réactions de Maître Richard Bondo et Nino Bompomi au micro de Jean-Yves Kamalé, Anita Kangoute et Alain Zongola. Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition en RDC, doit sortir de la scène politique la tête haute et les mains propres. Et plus tôt il le fera, mieux ce sera pour lui, mais aussi pour l'héritage à léguer à la postérité. Ces propos sont de lui, le professeur Elikia Mbokolo. Il l'a dit il y a peu sur les antennes de Numérica. Papa Étienne appartient à des générations qui sont sorties du jeu politique. Donc je pense que à la fois l'honnêteté et la lucidité encourageraient à laisser les nouveaux jouer le jeu politique. Au sein d'une certaine opinion, ces discours ne passent pas. L'historien, on peut le dire, est loin de faire unanimité. Qui est Tshisekedi? Tshisekedi, c'est une légende nationale. C'est une force de la nature. Je crois que Elikia Mbokolo n'a qu'à se contenter de l'histoire. Il pourra juger Tshisekedi à la fin de la carrière politique de Tshisekedi. C'est là qu'il fera de l'histoire. Mais considérer qu'en ce moment-ci de la crise, Tshisekedi doit prendre sa retraite, c'est méconnaître la crise abyssale de la RDC. Parce que Tshisekedi... Au mouvement Filimbi, c'est une autre génération, un combat tout autre de notre genre. Pour ces mouvements dits citoyens, la retraite du sphinx de Limete, telle proposée par Elikia Mbokolo, est très loin de faire dresser les cheveux de la tête. Je ne crois pas que la Constitution ait défini cela. Si M. Tshisekedi se trouve encore en capacité de pouvoir exercer beaucoup plus longtemps, en tout cas, cela n'engage que lui-même. Il peut continuer jusqu'au là où il verra ses forces s'arrêter, je dirais. Donc s'il tient encore debout, il peut continuer son chemin. D'ailleurs, nous lui souhaitons bonne chance. Dans le reste de l'actualité, affaire Franck Diongo, le collectif des avocats du député national condamné à 5 ans de prison affirme que le député national était jugé sans être entendu conformément aux prescrits universels des droits. Selon les avocats de Franck Diongo, la justice n'a pas respecté la procédure pour inculper leurs clients. Entre-temps, au cours de ce point de presse, la police a dispersé quelques membres du MLP venus suivre la conférence de presse. Amen Dimwani, Jean-Yves Kamalé et Doudou Kassouba. Nous sommes en pleine conférence de presse. Devant les journalistes, les collectifs des avocats de Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste, condamné et détenu au CPRK Makala. Tout s'est passé dans le calme. Subitement, les hommes en uniforme envahissent les lieux. Certaines personnes présentes à la manifestation sont interpellées. Un comportement que les avocats disent ne pas comprendre. Ce que la police a fait, on appelle ça des actes de provocation. Ils veulent nous provoquer pour par après dire ils nous ont jeté des pierres, voilà l'objet qui nous a permis d'entrer et pour les matraquer. Pour aller se cacher un peu ou soit se protéger. Et moi aussi, je me suis fait fuir par rapport au fuir de la population et je me suis cogné. Bien avant cet incident, lors de cette conférence de presse, les collectifs des avocats donnaient leur position suite à l'arrestation et à la condamnation du député national Franck Diongo le 28 décembre 2016. Nous avons formé un appel et nous attendons que la Cour de cassation soit installée pour juger de l'appel.
Vous savez que notre client n'a pas pu se défendre à la Cour de cassation. Il a comparu, mais il ne s'est pas défendu. Nous avons pensé opportun aujourd'hui de restituer la vraie version des faits à la presse pour voir comment on a transformé une victime en condamné. Les membres du mouvement lumumbiste progressiste présents à cette rencontre en ont profité pour annoncer l'organisation d'une marche de soutien le 14 janvier prochain. Autre chose à présent, 15 000 personnes ont été obligées de quitter leur milieu de vie habituel et vivent désormais dans l'instabilité sociale au Kasaï. Telles sont les conclusions d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire menée par l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en RDC. OCHA, qui a réussi à aider près de 15 000 personnes seulement, plaide pour une attention soutenue aux victimes des conflits intercommunautaires dans le Tanganyika. Les détails dans ce reportage de Michel Kérékéré et Doudou Kassoua. Les conflits intercommunautaires ont des conséquences fâcheuses sur 150 000 personnes au Kasaï. Les Kasaï commencent à attirer le regard suite aux violences enregistrées depuis plus d'une année. Plusieurs désaccords et conflits internes couvent dans ces deux provinces décentralisées aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques temps maintenant, encore avec les conflits entre les Luba et les Tois dans le Tanganyika, on n'aimerait pas encore que la RDC connaisse un autre foyer de tension avec le Kasaï. Cela va mettre en mal le travail que nous faisons en termes de ressources. Nous n'avons pas de ressources illimitées et avec chaque nouveau foyer qui s'augmente, ça veut dire qu'il faut encore avoir et des moyens financiers et des moyens humains afin de répondre à ces nouveaux besoins humanitaires qui se créent. OCHA, qui rencontre des difficultés sur terrain, compte toucher un grand nombre des familles victimes des conflits internes dans les deux anciens Kasaï. La mission que nous avons faite à Chikapa et on a effectivement constaté que les foyers sont éparpillés sur plusieurs kilomètres. L'aide que nous avons pu apporter jusqu'à présent touche à peu près 15 000 personnes, mais cela est insuffisant quand on sait qu'on estime qu'il y a près de 150 000 personnes qui sont touchées. Donc ça représente à peine 10% de ceux qui sont affectés, ce qui est peu. Et le sens de la communication que nous avons faite, en fait, c'était effectivement d'appeler à plus de soutien pour cette crise qui est en train de naître, qu'il y ait plus d'acteurs, qu'il y ait plus d'investissements pour pouvoir répondre à ces besoins, mais aussi que les autorités congolaises aussi prennent leurs mesures en termes de résoudre les racines du problème. Les femmes et les enfants qui sont vulnérables sont les plus touchés. Des familles entières sont séparées. Des enfants se sont vus devant l'impératif d'arrêter les études. Et puisqu'on parle du Kasaï, le Conseil provincial de sécurité du Kasaï central a rendu public hier dimanche le rapport du mois de janvier sur la situation sécuritaire. Le rapport fait état de 26 personnes tuées, dont 5 civils, 9 éléments des forces de l'ordre et 12 miliciens à Kananga, Kabumba, Gar, Bukonde et Chilumba, précise le communiqué. Pour le Conseil provincial de sécurité, le mouvement insurrectionnel Kamiana Nsapu s'est transformé en une guérilla meurtrière qui freine l'élan du développement. En une page d'histoire, les Congolais se sont souvenus hier, dimanche 8 janvier, d'un événement malheureux survenu à Kinshasa. Il s'agit, vous vous rappelez, du crash d'un avion sur la place Tipka dans la commune de Kinshasa qui a causé la mort d'environ 200 personnes. Nos reporters se sont rendus aujourd'hui sur le lieu du drame. Sur place, certains Kinois plaident pour la délocalisation du marché pour éviter un éventuel accident. Yannick Mbouyamba, reportage. Ici, le marché Tipka, en face de l'aérodrome de Ndolo. Le marché Tipka, un lieu resté historique pour le drame de la mort accidentelle de plus de 200 personnes et de plus de milliers de blessés. 21 ans après, jusqu'à preuve du contraire, aucune commémoration en souvenir des victimes. 21 ans s'en est suivi. Pour certains, il faudra par devoir des mémoires ériger un monument sur cette place, question de rendre hommage à toutes les personnes péries en ce jour, en date du 8 janvier 1996.
mpo na ngai nazalaka koyeba ke jour yango ekozalaka journée férié mais tokamwaka ezalaka mpe férié te elekaka kaka bongo mais mpo na ngai fali ezala férié mpo tokanisa baninga oyo bakufaka bakufa ebele ta wana kunga naza mwana moke naa na jeune fille nazalaki na age oyo te mais ti lelo nakomi na age esalaka biso susi tozokanisa mawa ya baninga na biso bakenda ifo tokanisaka bango lere nyonso mpo bakufaka kaka mpona ifale batia jour wana ezaka férié et puis basungaka mpe bana oyo batikalaka ntango baboti na bango bakufaka. Paradoxe, les préoccupations ici sont plutôt à bien d'autres choses. La place n'est comme le roi Liziba, tozoteka likolo ba poto tozosenga pena l'État ate la biso place oyo arobongisa biso place oyo ate biso ta ba mesa ndenge bazosala baonja msutu omona baonja liberté baonja ngandu baonja belebele bazosala. C'était un décollage raté d'un avion transportant de marchandises en direction de la République de l'Angola. Et plusieurs témoins vivants gardent encore des souvenirs comme c'était hier. Le commissaire de zone, à l'époque et actuel bourgmestre de la commune de Kinshasa, Sapou Kalimassi, se souvient de cet événement malheureux qu'il a trouvé dans son bureau de travail juste après avoir fait la ronde de tous les points chauds de sa municipalité. Encore une fois, Yannick Bouyamba et Sonny Moulopé pour le reportage. En cet avant-midi de lundi 9 janvier 2017, ce témoin vivant de ce qu'a été ce 8 janvier 1996 n'a apparemment rien oublié. Kalimassi Sapou, commissaire de zone à l'époque, revient sur le fait, un peu comme un historien. C'est une journée très triste pour moi. Je dirais même la plus mauvaise journée de ma vie. Parce que j'ai même horreur de penser cette journée. J'étais dans mon bureau ici, là où je parle. Nous sommes à l'entrée principale du bureau du bourgmestre. J'ai entendu un grand bruit. Alors quand j'ai entendu un grand bruit, il y avait du fumée au-dessus là. Et je me suis approché pour regarder du côté où sortait cette fumée-là. J'ai discuté avec mon orateur délégué de l'époque qui était à mes côtés. Il dit, mais c'est quoi? C'est pas le stade de Tata Raphaël, le 20 mai de l'époque. Lui m'a dit non, il faudrait que ce soit au Combaki. J'ai dit, mais si c'est les Combaki, ça doit être certainement le marché Tipka. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'avion qui venait de faire un mauvais décollage. Et le moteur en marche et puis les corps humains jonchés ici et là. Autorité municipale à l'époque et aujourd'hui, l'homme a son avis sur ce que beaucoup suggèrent voir être fait par dévore de mémoire. Nous avions suivi, il y a eu fermeture d'abord du marché, fermeture de l'aérodrome, mais malgré ça, nos mamans, un mois après, on commençait à vendre. En sport, après plus d'une année de rupture avec le club angolais de Kabuskop, Trésor Mpoutou-Mabi a finalement eu gain de cause dans ce dossier. L'ancien capitaine du tout-puissant Mazembe peut alors rehausser ses bottines avec les Corbeaux de Lubumbashi. Mazembe sera bénéficiaire de la somme de 1 500 000 $ que le club angolais devra débourser, la sentence de la FIFA. Les détails avec Paul Cazozo. Parti de Kinshasa au sein de la formation de Kin City où il a fourbi ses armes, Trésor Mpoutou-Mabi a véritablement éclos au sein du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. À un certain moment, les noms Poutou étaient confondus à celui du tout-puissant Mazembe et vice-versa. Mazembe, club avec lequel le porteur du dossard numéro 8 a été gratifié en 2009 de la couronne africaine de la Ligue des champions de la CAF. 2009, la même année du sacre de Léopard au Chan à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Trésor Mpoutou, c'est la belle histoire de ce joueur au talent immense qui a fait la convoitise du club angolais de Kabuskor. À prix d'argent, Trésor Mpoutou tourne le dos à Mazembe et convole en seconde noce avec le club angolais pour un bail de 2 ans à dater de 2015. Au bout d'une année, pour des raisons seules connues véritablement par les deux parties, c'est la rupture et le divorce.
Mputu regagne alors le toit paternel pour un chômage de plus d'une année. Comme quoi, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Et voilà que Kabouskor monte sur ses grands chevaux et exige 2 millions de dollars de dommages et intérêts en Mputu pour résiliation unilatérale du contrat. Payera pas, rien jusqu'ici. Certainement, Mazembe s'active et le dossier est alors saisi à la FIFA pour arbitrage. Voilà que près de 2 ans après, l'affaire est tranchée. Mputu retrouve de couleur noir et blanc. Comme pour lui donner raison, Kabouskor, le plaignant au dossier, sommet de débourser 1,5 million de dollars américains au bénéfice de Mazembe. Son cauchemar fini, Mputu commence alors une autre page de l'histoire de sa carrière. Le camp Mputu devrait servir de leçon pour de jeunes joueurs qui souvent ne maîtrisent pas toutes les clauses de contrat qu'ils signent. Décédé à Kinshasa en décembre dernier, à plus de 110 ans révolus, Pierre Mayuma Luntala, alias Baromètre, un ancien joueur de l'AS Dragon et Lyon, a été inhumé au cimetière de Kintambo. Avant de le conduire à sa dernière demeure, Mayuma Baromètre a eu droit aux derniers hommages dignes de son rang. C'était hier dimanche au Stade des Martyrs. Paul Kazozo. Il s'en est allé ad patres après avoir vécu son heure et son temps. Lui, Pierre Mayuma Lutama, alias Baromètre, un ancien joueur de l'AS Dragon Bilima. Baromètre, comme qui dirait, en son temps et alors joueur, Mayama, l'unité de mesure de la bonne santé de l'Amicale sportive Dragon, l'unique club de son cœur jusqu'à sa mort. Ce dimanche, le maître de séance de l'action de grâce en sa mémoire, le pasteur Ngalassi, lui aussi un ancien joueur de l'AS Dragon. Pour un brin et un pan de son histoire au sein du club jaune et or, parole à Ingange Ikomo, le secrétaire de l'amicale des anciens joueurs de cette équipe de monstres. Moto a rendu compression qui sont awa. Ngala c'est ancien joueur de Dragon, a économé directeur technique. Directeur technique Yas Dragon. Viennent ensuite les témoignages dans les lots. Prince Mvukani. Satoyo, Azali, Montumoko Mondenero, Sabino Poli, Dragon. En 1962, Dragon est critiqué dans la 13e division. Parce qu'il y avait beaucoup de corruption. Alors, on a dit avec Papa Kalala, on a dit à Dragon, président de la fédération, alors à Destin, voilà la raison pour laquelle l'équipe s'est retrouvée en 13e division. En tout et pour tout, un seul mot sur les lèvres des enfants du défunt. Merci, par reconnaissance, pour toute l'assistance autour de cette dure épreuve. Enfin, après le dépôt de gerbes de fleurs, les uns et les autres pour la ronde du cercueil en guise d'adieu pour le repos éternel dans la paix à jamais de Pierre Mayuma Lutama au rythme de la musique traditionnelle du Congo central, le pays de ses ancêtres. Mesdames, Messieurs, place à présent la revue de presse. La course à la primature au sein du rassemblement domine les journaux parus ce lundi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés par Tapi Lutounou et commentés par Amen Dimwani. Revue de presse. Bonsoir. Qui pour diriger le futur gouvernement issu du compromis politique du 31 décembre, selon Géopolis Hebdo, Jean-Claude Vouemba estime que la dynamique de l'opposition est celle habilitée à prendre ses postes de Premier ministre, car elle est celle qui s'est investie dans la défense des intérêts supérieurs et ne permettra aucune déviation de cette initiative prise à partir de la SENCO. Pour que le pays soit bien gouverné, l'Alternance pour la République estime également que la primature doit lui revenir. Quant à l'UDPS, ajoute le journal, elle a confirmé par l'un de ses membres avoir obtenu l'assentiment de tous de lui accorder la primature. Entre-temps, renchérit la prospérité, les G7 ont officiellement plaidé pour que le choix du Premier ministre soit laissé à l'UDPS afin de conduire la politique gouvernementale pendant les 12 mois de la transition. UDPS favorite, mais Forum des As estime que le fait
que le président de l'UDPS soit annoncé à la tête du Conseil national de suivi de l'accord du centre interdiocésain pose problème. Avoir un premier ministre UDPS ferait que ces partis soient à la fois juges et partis justement. Et Congo Nouveau de conclure que cette bataille de la primature divise l'opposition et cette situation profite à la majorité présidentielle et surtout à son autorité morale, Joseph Kabila, qui selon les tri hebdomadaires aura réussi à s'aimer une division de l'autre côté. Pendant que le rassemblement se déchire, la plateforme au pouvoir se prépare déjà pour les futures échéances électorales. En croire l'avenir, Joseph Kabila s'est résolu de mettre en place une cellule de coordination électorale dont l'objectif est de permettre à la majorité présidentielle de s'organiser à tous égards, soit sur le plan stratégique, politique, matériel, financier et même communicationnel. Après la signature de l'accord du 31 décembre, l'heure est à la restitution. La manchette signale que le secrétaire général du PPRD, Henri Mouvasakani, au cours de cette séance de restitution, appelait les membres de son parti à ne jamais céder au découragement, mais de continuer à soutenir l'initiateur du PPRD. Enfin, en sport, le phare annonce le retour de 13 ans pour Toumabi à la compétition. Selon le journal, la FIFA a autorisé à la FECOFA à qualifier l'ancien capitaine du tout-puissant Mazembe. Fin de cette revue. Bonsoir. Les grands rendez-vous ce soir sur Numérica à 21h, Noticias avec Rachel Kitita qui reçoit comme invité Jean-Claude Wemba, président du MPCA. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Bonne suite de programme sur nos antennes. Le rendez-vous est pour moi demain 19h pour le journal télévisé. Au revoir.